Caravage, je vais vous le dire tout de suite, c'est un artiste que j'adore. J'ai énormément de difficultés à cacher mon énorme faveur pour ce peintre-là. Même s'il faut avouer que Caravage, c'est un peu le sale type de l'histoire de l'art quand même. Hein. Euh, Violent, débauché, condamné à mort pour meurtre, fugitif en cavale. Bon, c'est quand même pas le type le plus fréquentable que vous puissiez rencontrer. Cependant, il faut quand même un petit peu nuancer, parce qu'il a vécu à une période qui était particulièrement violente. Et si je vous dis que le très célèbre sculpteur Bernin a envoyé un de ses valets lacérer le visage de son ancienne maîtresse, eh bien vous allez me dire, mais quelle horreur. Mais en fait, dans le paysage de l'époque, ça détonne pas franchement. C'est assez habituel, hein, toute proportion gardée quand même. Hein. Mais donc, vous voyez, Caravage, c'est pas une exception complète. C'est une période qui est particulièrement tumultueuse. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette image-là de lui? Bon, on est d'accord, tous les peintres n'ont pas été condamnés à mort, hein, quand même. Ça reste là-dessus, ça reste une exception. Mais il faut dire que sa légende, eh bien, c'est aussi basé sur sa peinture. C'est autant son mode de vie que sa peinture qui ont contribué à créer cette réputation sulfureuse autour de Caravage. Pour Nicolas Poussin, hein, le grand maître de la peinture au temps du roi Soleil, Caravage était venu au monde pour détruire la peinture. Donc vous voyez, c'est quand même un jugement hein, qui est sans appel. Hein. Bon, n'en déplaise à Poussin, Caravage n'a pas détruit la peinture, bien au contraire. Il l'a révolutionnée et lui a donné un tout nouveau souffle. Et c'est ce souffle-là que l'on va étudier. Alors n'imaginez pas qu'avec ce jugement, Caravage est un artiste incompris de son époque. C'est un petit peu l'image que les romantiques hein, nous ont donnée de Caravage. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est un artiste qui est très très bien payé, qui gagne particulièrement bien sa vie. C'est peut-être un des artistes les plus chers de Rome au tout début du XVIIe siècle. Donc on est loin de cette image d'Épinal de l'artiste au caractère violent, un peu névrosé, très angoissé, qui vit seul dans son coin, qui n'a que des mauvaises fréquentations et qui a du mal à vendre sa peinture. Ce n'est absolument pas le cas. Caravage est un artiste particulièrement recherché et c'est ce qui expliquera pourquoi même en cavale, eh bien, il continuera à pouvoir travailler. Alors il nous a laissé 90 tableaux dont la plupart hein, sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Donc, petit avertissement, cette séance sera frustrante pour tout le monde, pour vous comme pour moi, parce que je ne pourrais pas vous montrer les 90 tableaux, mais je vais vous en montrer quand même un certain nombre. Alors oui, il y a des choses qu'on ne verra pas et que j'aurais tellement aimé vous montrer, mais il m'aurait fallu hein, facilement 3 séances d'1 heure et demie pour pouvoir vous montrer tout ce que j'aurais adoré vous montrer en détail, mais je vous ai fait quand même une petite sélection qui vous permettra de bien comprendre eh bien, en quoi Caravage a-t-il révolutionné la peinture. Alors c'est peut-être le prénom, allez savoir, hein, puisqu'il s'appelle en réalité Michelangelo Merisi. Michelangelo, hein, comme le terrible artiste sculpteur que nous avons pu voir ensemble lors du cycle Renaissance, mais Michelangelo Merisi, lui, si tout comme son homologue a connu le succès à Rome, eh bien, il n'est pas romain, il n'est pas non plus florentin, il est milanais. Il est né en 1571 à Milan. Et un petit peu plus tard, juste après sa naissance, en fait, il y a une grande épidémie de peste. Et donc, la famille fuit à Caravaggio, un petit village hein, du côté de Milan. Et c'est pour ça qu'on appellera ensuite Caravage, Caravaggio, du nom de ce petit village. Cependant, on sait que dès l'âge de 13-14 ans, il revient à Milan pour entrer en apprentissage auprès de cet artiste-là, Simone Peterzano, qui est un des plus grands peintres du Milanais à l'époque. Hein. Donc on est sur ce qu'on appelle l'école lombarde, qui est une école qui se caractérise par une couleur assez sombre, en tout cas des fonds assez sombres, et un goût pour le réel. On aime représenter les objets tels qu'ils sont. Caravage reste 4 ans dans cet atelier. On ne sait pas exactement ce qu'il a pu produire, puisqu'on n'a aucune œuvre qui le concerne sur cette période-là. La première œuvre que l'on considère comme étant d'après Caravage, eh bien, c'est celle que vous voyez à l'écran. Un jeune garçon pelant un fruit. Mais vous voyez, c'est une copie, parce qu'on n'a pas l'original de Caravage, mais on suppose que ça correspond assez bien à la composition que l'artiste avait réalisée. Et on voit bien, justement, hein, ce goût pour un naturalisme, hein, pour des représentations de personnages qui sont plutôt dans l'orbite de la scène de genre, hein, plutôt que l'allégorie ou alors la mythologie. Et toujours ce goût, regardez,
pour les fruits particulièrement bien représentés. Alors ça, ce sont des éléments importants puisqu'on va les retrouver dans toute la première partie de la carrière de notre artiste. Vers l'âge de 20 ans, donc on est en 1592, on ne sait pas très bien 1592, 1594, vous voyez, on est dans ces eaux-là. Caravage décide d'aller tenter la fortune à Rome. Le problème, c'est que quand il arrive à Rome, donc à ce moment-là, il n'a pas le sou. Pourquoi est-ce qu'il quitte Milan pour s'installer à Rome? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, Rome, il faut essayer de l'imaginer en 1592. C'est une ville qui est la capitale religieuse et politique des États pontificaux. Les États pontificaux qui réagissent à la réforme protestante, par ce qu'on va appeler la contre-réforme, qui, au niveau artistique, est un vivier de commandes. Il faut imaginer qu'on a considéré que l'art pouvait être un véhicule pédagogique, un véhicule pour pouvoir récupérer un peu toutes ces âmes en perdition. On va donc essayer de les émerveiller, non seulement par la construction de très nombreuses églises, mais aussi par le décor de ces églises. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel de commande qui est tout à fait pharaonique, et évidemment, de très nombreux artistes sont attirés à Rome. Et vous qui avez vu la superbe expo consacrée à notre artiste au musée Jacquemart-André, c'était il y a maintenant à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas, vous savez que de ce fait, il y a une rivalité énorme entre ces artistes. La chasse aux commandes est un sport qui n'est pas sans danger, et Caravage en fera plus tard les frais, puisque son succès attirera bien des jalousies. Donc il arrive sans le sou, ce qui le contraint à être employé dans des ateliers, c'est-à-dire qu'il ne va pas produire des œuvres en son nom propre, mais il va produire sous la direction d'un maître. Alors tout d'abord à la chaîne des portraits, ce qui est assez intéressant parce que cet artiste qui représentera des têtes coupées va commencer par se faire une réputation en tant que copiste de portraits. Et puis ensuite dans l'atelier d'un homme qu'on appelle Antiveduto Grammatica pour des guirlandes de fleurs et de fruits. Ce qui le fait repérer par un autre artiste, le cavalier d'Arpin, et c'est toujours en tant que ornemaniste, on peut dire que Caravage fait ses arts. Mais alors ce qui va le distinguer de ses contemporains, c'est que Caravage, avec l'argent qu'il gagne, que fait-il? Il achète du matériel et il peint. Il peint des œuvres pour lui-même. Il réalise des tableaux à son envie. Donc au début, comme il n'a pas beaucoup de relations et qu'il n'a pas beaucoup de moyens, tout naturellement, qui est son modèle privilégié? Lui-même, ou alors son entourage. Donc ici, vous avez un autoportrait. Un autoportrait d'ailleurs qui est pas, on sent qu'il n'est pas très en forme. Caravage, il a le teint un petit peu verdâtre, c'est voulu, puisqu'effectivement Caravage vient d'être malade. Et donc il a encore ce teint un petit peu pâleau et un petit peu verdâtre, d'où le titre de l'œuvre, Le jeune Bacchus malade. Car Caravage ici se représente sous les traits du dieu de l'ivresse, du dieu du vin. On le reconnaît grâce justement à cette couronne de feuillage, la toge à l'antique qui laisse dénuder l'épaule, et puis surtout cette grappe de raisin que vous voyez en train de serrer là, comme s'il voulait faire éclater les petits grains. C'est une représentation qui est très différente des représentations habituelles. Normalement, quand on présente un dieu, vous êtes d'accord avec moi, je pense, on essaye de le valoriser. On le représente comme un bel éphèbe, le nu héroïque à l'antique. Là, on ne l'a pas trop, au contraire. On a un visage creusé, un regard triste, le sourire défait de celui qui a été bien malade. Et en fait, notre Bacchus, il ressemble plutôt au client d'une auberge. Donc, il y a déjà une désacralisation du sujet qu'on va retrouver dans la suite de sa peinture. Et ce genre d'œuvre vous montre que Caravage, déjà, est en pleine rupture avec l'art de son temps, c'est-à-dire avec le maniérisme. Le maniérisme, c'est quoi? Pour la faire très très courte, parce que ça aussi je pourrais vous en parler pendant 1h30 ou 3 heures. Le maniérisme, c'est l'idée que l'art, c'est de l'art. Donc ça ne sert à rien d'imiter la nature le fait très bien, et il y a même d'autres artistes, un Raphaël par exemple, qui ont su le faire très très bien avant les artistes donc de la fin du XVIe siècle. Donc on va utiliser des poses
serpentine, très affectée, des jeux de main, vous voyez par exemple comme ça, des couleurs qui ne sont pas du tout naturalistes, des espaces complètement éclatés, puisque l'art, c'est de l'art. Donc, on cherche quelque chose qui n'est pas naturel. Bah, Caravage, vous voyez, lui, il fait complètement machine arrière, hein. Caravage, il cherche à revenir à quelque chose de vraisemblable. D'où l'espace, même si on a ce fond nu, hein, derrière, mais regardez, on a un premier plan qui est tout à fait cohérent. On a une musculature aussi qui est tout à fait cohérente, hein. Caravage a dû observer des modèles, et surtout, bah, regardez, hein, la nature morte que vous avez au premier plan. Et il continue dans cette veine-là, alors avec des sujets peut-être plus séduisants. Et la séduction, je pense que c'est vraiment le thème de ce tableau-là. Donc là, on a sans doute, hein, justement un garçon de son entourage, peut-être d'ailleurs certains y ont vu l'un de ses amants par le caractère très érotique de l'œuvre. Donc on a un jeune garçon à la corbeille, très érotique, bah oui, hein, c'est une évidence, hein, avec les lèvres entrouvertes, l'épaule qui se dénude. Il nous présente une corbeille de papier, une corbeille de fruits, pardon, qui est une invitation au plaisir, mais des plaisirs qui, vu l'attitude de ce jeune homme, sont des plaisirs plutôt interdits. Ce qui est évidemment très intéressant dans cette œuvre-là, eh bien, c'est de voir à quel point Caravage accorde de l'attention aux fruits qu'il représente, mais aussi à la figure. Les deux occupent autant son esprit. Il y a déjà une très très jolie qualité mimétique ici dans les feuilles, dans les grains de raisin, aussi bien d'ailleurs dans la peau du jeune homme ou alors dans l'étoffe de sa chemise. La sensualité, en fait, est transmise aussi bien par cette épaule que par la rondeur des fruits qu'on a envie de croquer, hein, qui sont très appétissants et que ce jeune homme, d'ailleurs, vous présente au tout premier plan. Ce qui est drôle aussi, à mon sens, c'est que dans cette œuvre-là, eh bien, on n'a pas d'attribut. Il n'y a rien. C'est pas une figure mythologique. D'ailleurs, regardez le fond. J'ai rien non plus dans le fond. Je ne sais pas où je suis, mais mon fond n'est pas complètement inutile parce que grâce à cette raie de lumière, ça crée un espace et ça montre bien évidemment la grande maestria de Caravage pour manier comme ça les subtilités lumineuses, les dégradés dans l'ocre et dans l'ombre. Donc pas d'attribut, je peux pas dire que c'est un Bacchus, je peux pas dire que c'est un personnage, un Antinous, ou vous voyez n'importe quel personnage mythologique ou réel. Je ne sais pas qui c'est. Par contre, je comprends bien que ce personnage-là s'adresse à nul autre qu'à moi. Ce personnage-là cherche à me séduire. Et il faut peut-être y voir une mise en abîme de la position de Caravage qui, lui, cherche à séduire des protecteurs. Et donc, avec ce genre d'œuvre, on parle vraiment de séduction. Alors, Caravage était-il homosexuel? Je prends la question tout de suite, mais je vous avoue que j'ai prévu de vous en reparler un petit peu après, mais c'est pas grave, on peut l'évoquer maintenant. On a souvent considéré, du fait du caractère très érotisant de certains de ces jeunes hommes représentés, que Caravage nous présentait ce qu'il aime. Voilà, il aime les jeunes garçons, donc c'est pour ça qu'il nous les représente de manière aussi attirante. Bon, ça pose quand même deux questions. C'est que déjà, Caravage, c'est quelqu'un qui a passé pas mal de ses jours en prison, qui en tout cas a plusieurs démêlés avec la justice, mais jamais pour le motif d'outrage aux mœurs ou alors d'homosexualité. Ce qui paraît quand même assez étrange, parce que bon, on connaît à peu près l'histoire de toutes ces bagarres. S'il y avait eu soupçon d'homosexualité, on l'aurait certainement vu dans ces traces-là. Par contre, on sait, et là vraiment c'est une certitude, que Caravage fréquente des courtisanes. Alors vous allez me dire, l'un n'empêche pas l'autre. Après tout, on ne se refuse aucun plaisir. C'est pas impossible, on est d'accord. Mais il semblerait que Caravage ait eu une certaine fidélité envers ses courtisanes, qu'il cherchait peut-être à protéger aussi. Donc, c'est très, très difficile à dire. En tout cas, il est vrai qu'il y a un climat assez érotique. Il y a un climat aussi d'appréciation de la beauté des jeunes hommes, qui n'est pas uniquement lié au désir, qui peut être simplement lié à admirer la beauté. Après tout, on admire bien des nus féminins. Pourquoi est-ce qu'on n'admirerait pas des nus masculins? Donc, voilà, cette question de l'homosexualité, elle n'est pas complètement tranchée. Elle est en suspens.
Moi, j'ai un peu de mal à y adhérer quand même. Je trouve que ça correspond peut-être plus, à l'esprit provocateur, de Caravage. Voilà, c'est une manière comme ça de d'hameçonner son public au-delà peut-être de ses propres penchants, mais bon, j'ai envie de vous dire, allez savoir. Alors je vous ai quand même mis, hein, quelques petits détails.